Conflits intercommunautaires, violences ethniques et abus sexuels en République démocratique du Congo, ces drames ont fait fuir plus de 57 000 personnes qui ont trouvé refuge en Ouganda. L'Institut sud-africain pour les relations raciales réagit après que le gouvernement conservateur australien a annoncé être prêt à accueillir les fermiers blancs sud-africains. Ces derniers sont jugés persécutés. En Centrafrique, la campagne nationale pour l'accès à l'école, lancée au mois de janvier dernier, se poursuit. L'hôtel de ville de Bangui a servi de cadre à la projection d'un film documentaire sur la question. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. En moyenne, au moins 1000 personnes par jour fuient les provinces d'Ituri et du Nord Kivu pour l'Ouganda. Depuis janvier, plus de 57 000 réfugiés sont arrivés en Ouganda, ce qui dépasse les prévisions de l'ONU qui tablait jusque-là sur l'arrivée de 60 000 personnes pour toute l'année 2018. Plus de 3/4 d'entre eux sont des femmes et des enfants. Tel que la situation se présente, ce flux risque de continuer ainsi. Nombre de ces réfugiés arrivent épuisés, affamés, assoiffés et malades. En effet, ces personnes fuient depuis décembre la reprise des violences intercommunautaires et les affrontements entre groupes armés et l'armée dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC. Le HCR peine toutefois à se faire une image précise des événements sur le terrain en raison des difficultés d'accès à cette région. Un nombre croissant de rapports indique que la violence prend des dimensions ethniques à mesure que les groupes tribaux prennent part à des attaques menées en représailles. Les violences en Ituri représentent l'un des nombreux conflits qui déchirent l'est de la RDC. Par ailleurs, des milliers d'autres personnes venues du Nord Kivu fuient également vers l'Ouganda. La question de la réforme agraire continue de déchaîner les passions en Afrique du Sud. L'Australie s'est dite prête à accueillir les fermiers blancs sud-africains jugés persécutés en Afrique du Sud, où un récent projet de réforme agraire vise à corriger les inégalités de l'apartheid. Pour le gouvernement conservateur australien, les agriculteurs blancs sud-africains sont confrontés à des conditions atroces en raison des violences criminelles qui les visent et de la politique de redistribution des terres annoncée par Pretoria. Une annonce qui n'est pas appréciée du côté de l'Afrique du Sud. Farmers are at exceptional risk. Les agriculteurs courent un risque exceptionnel. Les niveaux de violence à leur encontre sont uniques dans n'importe quelle communauté agricole, n'importe où dans le monde. Les agriculteurs et leurs familles, et pas seulement les agriculteurs blancs, les nouveaux agriculteurs noirs, dont il y a maintenant un certain pourcentage, connaissent également des niveaux très élevés de crimes violents. Les agriculteurs sud-africains sont en demande dans le monde entier et il est étrange, à certains égards, qu'une controverse ait surgi autour de la possibilité que certains d'entre eux se délocalisent en Australie. Comme un certain nombre de pays africains ont retiré des agriculteurs de l'Afrique du Sud, des agriculteurs blancs et du Zimbabwe et ont utilisé ces agriculteurs pour créer des communautés et des entreprises agricoles prospères là où il n'y en avait pas auparavant. La majorité des fermes appartient à la moitié blanche près d'un quart de siècle après la chute officielle du régime raciste. Selon la police, 74 fermiers ont été tués entre 2016 et 2017 en Afrique du Sud pour la quasi-totalité des blancs selon l'organisation AfriForum. Lors d'un point de presse à Pretoria, le procureur général Shaun Abraham a déclaré qu'il y a des perspectives raisonnables de penser que les poursuites judiciaires contre Jacob Zuma aboutiront. Cette décision intervient un mois après la démission du président Jacob Zuma, contraint de céder sa place sous la pression de son parti, le Congrès national africain. L'ancien président sud-africain sera poursuivi pour fraude et corruption dans une affaire de contrat d'armement avec des industriels étrangers qui remontent aux années 90.
Selon le procureur Sean Abraham, qui se dit soucieux que tout le monde soit égal devant la loi, un tribunal devrait être l'endroit le plus approprié pour clarifier cette affaire. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir touché des pots de vin pour ce contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 par l'Afrique du Sud avec plusieurs entreprises étrangères. Cette affaire se déroulait alors qu'il était encore vice-président de l'Afrique du Sud. Engagé dans une furieuse bataille judiciaire, il avait jusqu'à présent toujours réussi à éviter des poursuites dans ce dossier complexe. Légalement, le processus de sa destitution a été fait au Parlement. Je ne vois donc pas ça comme un coup d'État. Ce qui s'est produit en novembre était un coup d'État militaire parce que les forces de défense du Zimbabwe étaient censées être déployées par le commandant en chef des forces de défense qui était Robert Mugabe. C'était donc un coup d'État militaire. Mais il y a eu un soutien populaire parce que les gens en avaient assez de Mugabe. Mugabe ressent de l'amertume. Il continuait de dilapider nos ressources. Tout le monde était content quand il a été retiré. Il n'y a donc rien de mal à cela. Je ne peux pas dire que c'était illégal, simplement parce que le gouvernement actuel a dû nous sauver de nombreux problèmes qui étaient créés par le camarade Robert Mugabe. Trois partis de l'opposition congolaise se sont ralliés en vue de la prochaine élection présidentielle en RDC. Au nombre de ces partis, le principal parti d'opposition, Union démocratique pour le progrès social, l'UDPS, le MLC, des proches de Jean-Pierre Bemba et l'UNC, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Le grand absent de cette coalition est le mouvement Ensemble pour le changement, le parti de Moïse Katumbi, lancé lundi dernier à Johannesburg. Les trois signataires se déclarent ouverts à toutes les forces politiques significatives souhaitant les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. La déclaration est signée par Félix Tshisekedi, fils d'Étienne, le fondateur de l'UDPS, décédé en février 2017, Vital Kamerhe et Eva Bazaiba, député et figure de proue du parti de l'ex-chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi est pressenti pour être désigné président de l'UDPS et candidat à l'élection présidentielle lors du congrès extraordinaire de son parti, annoncé pour les 30 et 31 mars. Le deuxième et dernier mandat de l'actuel président Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Des élections prévues au plus tard en décembre 2017 ont été reportées officiellement en raison des violences au Kasaï. L'opposition avait dans un premier temps rejeté le nouveau calendrier électoral présenté le 5 novembre 2017. Cette conférence sur la coordination pour la lutte contre les trafiquants de migrants a été organisée par le Niger avec des représentants de 9 pays africains concernés par l'immigration et 4 pays européens. À l'ouverture de la rencontre, le ministre nigérien de l'Intérieur a déclaré que l'efficacité peut être significativement améliorée à travers une bonne coopération de sécurité au niveau national et régional entre les pays d'origine et de transit. Un point de vue qui va de pair avec celui du ministre français de l'Intérieur qui a affirmé que la lutte contre les réseaux de passeurs doit se faire par une action en amont au plus près des pays d'origine et de transit des migrants. Les principes devraient être énoncés sur un renforcement des législations nationales pour punir les trafiquants, la création d'équipes dédiées, le renforcement du contrôle des frontières, mais surtout la coopération entre les pays, que ce soit au niveau policier ou judiciaire. Ces mesures s'inscrivent dans la suite des 2 sommets UE-Afrique organisés en 2017 qui avaient mis l'accent sur la formation des forces de police et de gendarmerie, l'aide au contrôle des frontières et la création de fichiers d'identité. Mais il faut à présent aller à la source du problème et trouver le moyen d'enrayer les départs qui ont poussé des milliers de personnes sur les routes meurtrières de l'exil depuis le début de la crise migratoire en 2015.
Un patrouilleur des gardes-côtes a raisonné ce mercredi soir un tanker à environ 8000 marins au large d'Abou Kamaché, un important complexe pétrochimique et terminal pétrolier près de la frontière libyo-tunisienne. Le tanker intercepté a été dirigé vers la base navale de Tripoli. Le pétrolier Lama, battant pavillon togolais, se trouvait dans les eaux territoriales libyennes sans autorisation des autorités compétentes de la marine libyenne et dans une zone suspecte où se déroulent des opérations de contrebande de carburant libyen. Ce but a été découvert pendant une patrouille. Il s'agit d'un pétrolier transportant environ 950 000 litres. Nous l'avons intercepté et il a été dirigé vers la base navale de Tripoli. Le pétrolier et les 8 membres de l'équipage de nationalité grecque ont été ramenés ce jeudi à la base navale de Tripoli et ce, en attendant d'être entendus par le procureur général. Un film documentaire sur les problématiques du système éducatif en République centrafricaine a été projeté à l'hôtel de ville de Bangui. La projection du film s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale pour l'école Un élève, un table-banc, dont le coup d'envoi avait été donné le 13 janvier 2018. Vous invitez à venir projeter ce film-là au niveau de la ville. Parce que si ça reste seulement à notre niveau, les gens n'allaient pas comprendre. Il faudrait que le personnel de la mairie soit imprégné de ce que nous avons vu tout à l'heure, de cette image-là. La campagne nationale pour l'école, Un élève, un table-banc, a été initiée par le groupement des femmes agro-pastorales pour la lutte contre le VIH-Sida, GROUFEPA, créé par Madame Tina Marguerite Touadéra. Il y a environ 73 000 tables-bancs qui manquent dans les écoles publiques. Et les 73 000 tables-bancs ne pourront pas être rassemblés si des individus, des personnes, soit morales ou physiques, de nationalité centrafricaine et autres, ne se mobilisent pas en faveur du rassemblage, si vous voulez, de ces 73 000 tables-bancs. La projection du film documentaire démontre à suffisance l'engagement des autorités municipales à s'impliquer dans une campagne en faveur de laquelle l'ONG centrafricaine GROUFEPA veut mobiliser des partenaires de tous les horizons. Il y a exactement 35 ans, la Chine et la Côte d'Ivoire ont pris les décisions stratégiques d'établir officiellement des relations diplomatiques. Et depuis, ces liens d'une amitié traditionnelle profonde ont été basés sur le principe de l'égalité et du bénéfice mutuel. La cérémonie d'anniversaire des 35 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine a été marquée par des prestations de chant, de danse et la signature de plusieurs accords de financement de nombreux nouveaux projets. Plusieurs personnalités ivoiriennes et quelques membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. La Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre de ce grand pays qui est la Chine, pays qui démontre qu'avec l'union, la discipline et le travail, tout est possible. La Chine est devenue le 3e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire avec un volume des échanges commerciaux de 1,85 milliard de dollars américains en 2017 et un taux d'augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes considèrent la Chine comme un modèle et une véritable source d'inspiration. Je souhaite que la Côte d'Ivoire tire le maximum de ses relations avec ce pays qui démontre toujours qu'il est au-dessus des autres peuples du monde, malgré le nombre, malgré l'immensité, malgré les difficultés. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soupri, la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, l'extension du port autonome d'Abidjan et bien d'autres réalisations de la Chine ont stimulé le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Chacun de ces projets réalisés par la Chine en Côte d'Ivoire ont déjà apporté des effets positifs importants sur le plan social et économique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance à pas de géant sur le chemin de l'émergence.